Raphaël Jacob, Azeb Lodi-Georgis, merci d'être là. On va revenir. 20 millions d'Américains ont regardé ce discours à la nation du Bureau ovale. Il n'y en a pas fait beaucoup, Azeb, de discours à la nation du Bureau ovale? C'est son deuxième, en fait. Et donc, c'était une heure de grande écoute. À 20h, il voulait vraiment parler aux Américains. On a entendu son discours à Tel Aviv. Ce n'est pas tous les Américains qui l'ont écouté. Donc, c'était quand même un discours assez court, 17 minutes environ. Mais c'était une heure de grande écoute. Et c'est la deuxième fois. Donc, c'était un discours très important. Bon. Merci, Raphaël, d'être là. On va écouter tout de suite un premier extrait. Je pense que ça résume bien le plaidoyer en disant ce qui se passe pour le Hamas contre Israël, c'est ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie. On ne peut pas laisser des groupes, soit terroristes ou des États voyous, s'emparer des démocraties, s'attaquer à l'idéal démocratique. On écoute, on revient. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. Hamas' stated purpose for existing is the destruction of the state of Israel and the murder of Jewish people. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses Palestinian civilians as human shields, and innocent Palestinian families are suffering greatly because of them. Meanwhile, Putin denies Ukraine has or ever had real statehood. En deux mots, il a dit aux Américains, ça vous concerne parce qu'on se bat pour protéger un idéal démocratique, Azeb. Oui, voilà. Donc, en fait, c'était ça son objectif. Il dit que c'est un investissement à long terme, que c'est vital pour la sécurité des Américains. Et tout ça sans envoyer un seul soldat, là, que ce soit en sol ukrainien ou dans le conflit israélo-palestinien. Donc, ce qui était intéressant, ce qu'on se demandait tous, c'est comment il allait faire le lien entre le Hamas et l'Ukraine. Parce qu'ici, aux États-Unis, beaucoup de gens s'opposent au soutien financier à l'Ukraine, alors que pour Israël, il y a une espèce de consensus pour ce soutien-là. Donc, le lien qu'on sait de là, il a dit, écoutez, ils sont contre les démocraties, on est contre la dictature. Les États-Unis, c'est un peu un phare de la démocratie. C'est présenté un peu comme le gendarme, si vous voulez, du monde entier. C'est le retour un peu des États-Unis en disant que c'est important de s'impliquer dans ces guerres-là. Et à long terme, les générations à venir vont en gagner, que si on laisse faire, finalement, ça va être le chaos, la destruction. Poutine ne va pas s'arrêter à l'Ukraine. Et puis les attentats terroristes, ils vont encore plus s'amplifier. Donc il faut les arrêter assez rapidement. Qu'on a une mission, Raphaël, qu'on a une mission. Il a rappelé des termes qu'on employait autrefois. Il a dit c'est un pays indispensable. On a une mission sur la planète d'être un rempart contre la dictature, etc. La nation indispensable. Ça, Patrice, c'était un concept qui avait été utilisé dans les années 90 par Madeleine Albright, qui était la secrétaire d'État du président Clinton et que M. Biden a nommé explicitement hier dans son discours. Donc, c'est une sorte de retour, effectivement, à un rôle très, très actif, très engagé, qu'on ait des soldats ou non américains sur le terrain. Un contraste spectaculaire, évidemment, avec le discours, la rhétorique et le bilan des 4 années Trump. Et il y a ceci au niveau du terme consensus qu'Azeb utilisait il y a un instant. Au niveau de la stratégie de M. Biden, la stratégie rhétorique de son discours d'hier. Pourquoi lier un à l'autre? Parce que oui, il y a un consensus quasi universel chez les caucus républicains au Sénat et à la Chambre sur la question israélienne, alors qu'on le sait, il y a de la division très visible, de plus en plus visible encore aujourd'hui. Plusieurs élus démocrates qui sont sortis publiquement en point de presse pour demander un cessez-le-feu, dans certains cas même fustiger M. Biden pour son appui jugé trop farouche à Israël, alors que du côté de la crise ukrainienne, il y a un consensus qui, là aussi, publiquement est quasi universel du côté démocrate, des divisions très visibles depuis des mois du côté républicain. Donc, l'idée de M. Biden, stratégiquement, c'était d'aller chercher les purs et durs, à la fois pour la cause israélienne, pour l'appui à la cause israélienne, et ceux pour la cause israélienne, et se dire, un et l'autre ensemble, si tout ce monde-là saute dans le wagon, ça va nous donner les votes nécessaires au Congrès pour faire approuver la demande, qui est quand même assez énorme, de 100 milliards de dollars à la fois pour Israël et l'Ukraine. Parce que c'était pas que des mots, là. Il y a une demande qui vient avec. Effectivement, Azeb, c'est qu'il demande beaucoup d'argent pour financer ces deux combats-là. Voilà, c'est quand même 60 milliards de dollars pour l'Ukraine. C'est 105 milliards en tout. 105 milliards pour l'Ukraine. en tout.
Voilà, 105 milliards en tout, 60 pour l'Ukraine, 14 milliards pour Israël. Il y a eu une réaction d'un des sénateurs républicains de l'Ohio, qui est aussi un protégé de Donald Trump, c'est J.D. Vance, qui est contre le soutien militaire à l'Ukraine. Et il a écrit « Ce que le président a fait est carrément dégoûtant, c'est honteux. Il utilise la mort d'enfants israéliens pour soutenir financièrement l'Ukraine. Il ne devrait pas faire ces deux liens-là. Il y a vraiment des élus républicains qui s'opposent au soutien à l'Ukraine. Ils disent, écoutez, on n'a pas de sortie de crise dans ce conflit-là. Où vont nos milliards? Pourquoi on ne dépense pas cet argent-là dans nos propres frontières pour la sécurité des frontières avec le Mexique? Donc, il y a vraiment une grande opposition par rapport à l'Ukraine. Donc, est-ce que là, de toute façon, on n'a pas de congrès, c'est paralysé, donc il n'y a pas vraiment de débat en chambre. Mais quand même, les voix se sont fait entendre là-dessus. Et un point additionnel que je tiens à mentionner, Azeb vient de mentionner la frontière, c'est clé. Parce que dans les 105 milliards que M. Biden demande au Congrès, il y a une quinzaine de milliards qui seraient mis de côté spécifiquement pour la question de la frontière mexicano-américaine. Donc, évidemment, que lorsqu'on regarde ça à première vue, ça n'a rien à voir avec soit Israël ou l'Ukraine, mais politiquement, ça a tout à voir. C'est qu'on va aller chercher justement les républicains du Congrès qui sont plus récalcitrants à financer de façon continue l'Ukraine, mais qui pourraient être peut-être, si on veut, cajolés si on inclut un financement important pour la sécurité à la frontière mexicano-américaine. Raphaël et Azeb, est-ce que ça peut passer? Puis là, je ne veux pas entrer dans les méandres de cette folie que les républicains n'arrivent pas à voter un président de la Chambre, mais est-ce que ça peut passer? Est-ce qu'il aura le chèque Biden, oui ou non? Azeb? C'est la grande question. Il a vraiment fait une enveloppe budgétaire. Il touche également à l'Indo-Pacifique. Le chiffre, c'est 7 milliards pour l'Indo-Pacifique, 10 milliards en aide humanitaire, 14 milliards pour Israël, 14 à la sécurité à la frontière et 60 milliards. Est-ce que ça va passer? Il y a quand même beaucoup d'opposition pour l'Ukraine. Est-ce qu'il va réussir? C'est vraiment la grande question, Patrice. Je pense que oui, parce qu'il aura vraiment mis un peu de tout pour tout le monde. Donc, ça devrait normalement passer. Parce que lui, il dit c'est un tout ou rien. Là. Je lis toutes ces dépenses-là, puis dites oui à tout. Vous ne pouvez pas dire oui à une partie puis non à l'autre, Raphaël. En même temps, il faut être clair, c'est une position initiale de négociation. Okay. Et sans rentrer dans les méandres, je comprends que vous ne voulez pas le faire, l'exercice présentement, Patrice, mais il faut quand même le mentionner. Il a beau demander tout ce qu'il veut. La réalité, c'est qu'il n'y a rien qui peut passer présentement tant qu'on n'a pas de président de la Chambre. Et on se parle, en date d'aujourd'hui, essentiellement 2 semaines après l'éjection de Kevin McCarthy, l'ancien président de la Chambre, on n'en a pas. Non seulement on n'en a pas, mais aucune alternative claire pour l'instant. Donc, dans le très court terme, la réponse, pour moi, me semble claire. Non, il n'aura pas de chèque. Maintenant, dans le plus long terme, je suis d'accord avec Azeb, c'est plus probable que non qu'il finisse à obtenir ne serait-ce qu'une bonne partie du financement qu'il a demandé hier au Congrès américain. Très bien. On était dans les souvenirs de sciences politiques avec la nation indispensable de Margaret Albright. Il y a un autre terme qui était très à la mode quand moi j'étais à l'université il y a 1000 ans, c'était le complexe militaro-industriel, de dire que les guerres, ça fait tourner l'économie. Puis là, il a dit aux Américains, là, vous pensez que c'est que des dépenses qu'on fait, mais ça fait travailler des Américains, c'est des munitions, puis nous, on va renouveler notre stock de munitions, puis on fait tourner la machine de guerre en termes industriels. On écoute. We send Ukrainian equipment sitting in our stockpiles. And when we use the money allocated by Congress, we use it to replenish our own stores, our own stockpiles, with new equipment. Equipment that defends America and is made in America. Just as in World War II, today patriotic American workers are building the arsenal of democracy and serving the cause of freedom. Raphaël, il dit c'est une bonne affaire, c'est un bon deal. Je vais être très franc, Patrice, j'ai été surpris d'entendre ça hier et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça, c'est une vérité de polichinelle à Washington. Depuis, vous citiez, implicitement ou non, là, l'ex-président Eisenhower, le concept de complexe militaro-industriel, on remonte 60 ans en arrière. Et depuis des générations, donc c'est une vérité de polichinelle que c'est une vache sacrée aux États-Unis. C'est le secteur au sein du gouvernement fédéral américain auquel on ne touche pratiquement jamais. On a des budgets de plusieurs centaines de milliards de dollars américains à chaque année, qu'on ait des présidents ou des congrès, qui soient démocrates ou républicains, qui continuent à gonfler les budgets militaires. Et la réalité, c'est que ce conflit, aussi tragique humainement soit-il en Ukraine, est extrêmement lucratif pour les entreprises en armement aux États-Unis. En fait, ils sont, pour le dire de façon très carrée,
les plus grands gagnants à date de ce conflit-là depuis la dernière année et demie. Donc, d'entendre le président américain faire un appel aussi, justement, explicite que ça sur cette question-là, oui, il y avait quelque chose de franchement remarquable. Et Azeb, oui, allez-y, parce que... Et j'ajouterais aussi qu'en fait, il a carrément cité des États, l'Arizona, le Texas, que ça va créer des emplois. Et puis ces États-là, c'était quand même des États pivots. Donc politiquement aussi, il essaye d'avoir des gains en disant que voilà, ça crée quand même des emplois. On n'envoie pas de soldats américains en sol de guerre, donc on est gagnant en fait. Donc c'est un peu ça son argument. Oui, il a beaucoup... Et ça fait 2 fois que vous dites, vous avez raison, Azeb, il l'a dit à 2 reprises hier. Et on n'envoie pas de soldats. Il y aura pas, personne n'ira se faire tuer, contrairement à l'Irak, contrairement à l'Afghanistan. Là, on reste chez nous, on fait de l'argent avec les munitions, les armes. Et en passant, les entreprises d'armement, il y en a beaucoup moins. Il y a une consolidation et elles font la pluie et le beau temps, Raphaël. Elles font pas mal ce qu'elles veulent. Elles chargent des prix de fous. Les Américains sont pris avec ça aussi, là. Absolument. Et écoutez, on pourrait faire 1 heure seulement là-dessus. Là. Je mentionnerais simplement ceci. Allez faire un tour dans la région de Washington. Azeb en était très familière. Allez faire un tour dans les banlieues de Washington, dans le nord de la Virginie. On a, je vais de mémoire, là, quelque chose comme 3 des 10 ou des 12 comtés. On a 3000 comtés aux États-Unis. 3 des 10 ou des 12 plus riches sont dans les banlieues de Washington. Et une des raisons les plus élémentaires de ça, c'est l'industrie de la défense qui est très, très, très grassement rémunérée, encore une fois, depuis de nombreuses années maintenant. Il y a des gros sous derrière tout ça, Azeb, là. Oui, non, absolument. Et ce qu'il y avait d'intéressant, vous savez, j'étais juste, il y a quelques instants, j'étais devant la Maison-Blanche et il y avait une manifestation de Palestiniens qui s'opposent évidemment au bombardement d'Israël. Et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient pensé du discours de Joe Biden. Et quand ils disent, écoutez, ils parlent de démocratie, qu'il faut soutenir les démocraties, qu'il faut être contre les dictatures, là, ils ont dit, mais vous savez, le prince Mohammed Ben Salman, c'est pas le plus grand démocrate. Si, c'est pas un grand démocrate. Donc, pour eux, ils voient ça un petit peu comme les États-Unis, il faut qu'ils parlent de leurs intérêts. Ce n'est pas vraiment la démocratie ou le terrorisme, c'est vraiment une question d'intérêt. Et pour eux, évidemment, on ne compte pas. Donc c'était aussi intéressant d'avoir leur son de cloche. Parce que pour Joe Biden, depuis le début, depuis sa campagne électorale, il se place vraiment comme, et c'est ce qu'il dit, et je pense qu'il le pense vraiment, les démocraties sont importantes et que le monde est scindé en 2, les autoritarismes et les démocrates, en fait. Et c'est un peu ce discours-là qu'il a fait hier. C'est un peu un discours un peu manichéen. Il y a les bons, il y a les méchants. Oui. Et évidemment, certains trouvent ça contradictoire. Bien, et il a quand même rappelé cette mise en garde qu'il avait faite à Tel Aviv aux Israéliens. Ne vous laissez pas guider par la colère. Oui. Autrement dit, il y a une demande très explicite de retenue envers la riposte israélienne qui a été rappelée hier devant le peuple américain. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à vous deux. Merci. Grosse semaine encore pour beaucoup de gens, mais dont vous deux. Merci, c'est très apprécié. Au revoir. Merci.